Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est parti pour ce 13h au Bénin. Voici le sommaire. Cas suspect de choléra suite au décès de 4 personnes au quartier Galiel dans la commune de Malanville. Les populations de cette zone très proche du fleuve Niger se sont très vite affolées, pensant à une infection au vibrion cholérique. Mais ce n'est pas le cas. Vous suivrez dans cette édition l'assurance du premier responsable de la zone sanitaire Malanville-Karimama. Ensuite, des équipements de travail réceptionnés par les forces armées béninoises à travers le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. Il s'agit d'un véhicule pick-up et des appareils de radiographie RIS. C'est un don en appui aux États membres de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix. Ensuite, les populations manifestent de plus en plus de craintes sur la qualité des fers à béton qui sont vendus sur le marché, a informé l'Agence nationale de normalisation de métrologie et de contrôle de qualité a initié une rencontre avec les responsables de structures de fabrication de fer à béton en République du Bénin pour mieux comprendre la situation. Voilà pour vous le sommaire de cette édition. À nouveau bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez. Décès justement dans le département de la Liborie et plus précisément à Malanville. Bien entendu, on parle de cas suspects de choléra suite au décès de 4 personnes au quartier Galiel dans cette commune. Les populations de cette zone très proche du fleuve Niger se sont très vite affolées, pensant à une infection au vibrion cholérique. Mais le premier responsable de la zone sanitaire Malanville-Karimama rassure, les analyses effectuées au laboratoire national à Cotonou ne révèlent aucune situation dramatique. On écoute pour plus de précision le docteur Ourou Koukou Ouroukoni, le médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville-Karimama, au micro de Stanislas Fernand Lanloz. Tout d'abord, c'est de vous rassurer, ce n'est pas des cas de choléra. Il faut dire que la zone sanitaire Malanville-Karimama, c'est une zone sanitaire qui est entourée pratiquement par des fleuves. Il y a le fleuve Niger, il y a ses affluents, notamment le fleuve Sota et le fleuve Alibori. Donc nous sommes, la zone est soumise à des épisodes d'inondation répétés de façon cyclique chaque année. Donc, quand nous sommes en période de pluie, nous nous attendons à ces inondations-là, dû au débordement du fleuve Niger et de ses affluents. Donc, ce débordement, et les riverains qui sont à côté de ces fleuves-là vivent quand même le périple de l'eau, de ces débordements-là. Donc, il faut dire que pendant ces périodes-là, il y a ces maladies hydriques qui surviennent dans la population. Et c'est le cas cette année de la situation que vous aurez constatée au niveau de la population de Galiel. Donc, c'est des maladies diarrhéiques qui surviennent suite à les inondations. Alors, déjà, quand nous avons eu l'alerte, parce que nous avons les relais communautaires aujourd'hui, et c'est grâce à la politique nationale de la santé communautaire mise en place par le gouvernement de Patrice Talon. Donc, on a ces relais pratiquement dans tous les villages. Et qui font la surveillance, qui font la prévention, les sensibilisations de prévention et de promotion dans les ménages. Donc vous voyez, donc ces relais nous ont notifié la situation de cas de diarrhée et vomissement dans le village de Galiel. Donc rapidement, nous avons une équipe d'intervention rapide. Ça, c'est une équipe qui est mise en place, constituée multidisciplinaire, constituée des agents d'hygiène, de tous les cliniciens, de tout ce qui est laborantin et tout. Donc, nous descendons rapidement sur le terrain pour voir la situation. Et arrivé là-bas, suite à ces cas, nous avons fait des prélèvements. Donc, ces prélèvements ont été envoyés au niveau national et où la technique a été faite. Et puis, c'était autre germe que le choléra. Donc, il y avait plus de peur que de mal. Donc, il y a plusieurs germes, en réalité, qui donnent des signes de diarrhée et de vomissement dans la communauté. Mais le germe redoutable, c'est le choléra. C'est ce qui fait peur à la population. Et dès qu'il y a des cas de diarrhée, vomissement, en même temps, la population, à cette anti-Israël, pense déjà au choléra. Et là, c'est déjà les caractéristiques des selles. Donc, vous voyez, le choléra, c'est des selles avec des caractères eau de riz qui viennent de façon profuse, sans arrêt. Donc, avec une déshydratation qui survient de façon brutale.
Donc vous voyez, ici, ce n'est pas le cas. Déjà, les caractères des sels nous ont orienté un peu. Et quand l'analyse a été faite au niveau national, la hantise même, c'est d'isoler vraiment le germe, voir d'abord que ce n'est pas le germe du choléra. Donc, ce qui a été fait. Donc, la recherche de ce germe-là au niveau du laboratoire national est négatif. Donc, il y a d'autres germes maintenant. Ils peuvent avoir de l'Escherichia coli, ils peuvent avoir, en tout cas, il y a plusieurs germes. Il y a pu avoir des virus également, donc, dont même nous faisons la vaccination aux enfants. Donc, c'est plus des diarrhées virales. Donc, ou déjà avec un traitement symptomatique, c'est-à-dire réhydrater les gens avec des sels de réhydratation orale, la situation rentre dans l'ordre. À l'instant, le docteur Ourou Koni, médecin coordonnateur de la zone sanitaire Malanville-Kari Mama. Nous allons à présent à la rencontre des conducteurs de taxi-moto de la ville de Djougou. Comme dans les grandes villes du Bénin, les étudiants contribuent au déplacement des personnes dans la ville de Djougou. C'est un métier certes utile pour les usagers de la route, mais très éprouvant pour les conducteurs de taxi-moto. Entre accidents de route et violences de toutes sortes, ils sont constamment sur le qui-vive, suivant le reportage de Ulrich Gaba et de Rompevi. Comme dans toutes les villes du Bénin, les conducteurs de taxi-moto, communément appelés émigrants, occupent une place de choix dans le transport des personnes dans la ville de Djougou. Sur les carrefours et bien d'autres points stratégiques de la ville, ils sont toujours à l'affût de la clientèle. Un client avec lequel faire rapidement des courses moyennant une modeste rétribution, c'est le quotidien de ces hommes en uniforme. Dès qu'il a commencé ce métier-là, ça veut dire qu'il fait 15 ans qu'il est dans ce métier. Pourquoi il a choisi ce métier? Il faisait les travaux forcés de gauche à droite sans gain. Avec ça, c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit, bon, dès que tu fais les travaux forcés, c'est pas, il ne vole pas, hein. Il a les travaux forcés, des tricycles, des pousse-pousse. Avant c'était pousse-pousse, c'est pas tricycle, c'était les pousse-pousse. Il faisait ça, bon, quelqu'un l'a dit, bon, si tu avais pris la moto là, comme mon travail payé, tu n'as pas s'en sortir. C'est de là qu'il a pris la moto là, travail payé, une vieille moto. Avant qu'il ne s'en sorte, il va filer l'argent là, la moto là, elle est déjà pourrie. Pour cela, avant qu'il va encore revendre la moto, là, il a encore acheté une autre moto pour que ça serait le complément de l'ancien. Avant qu'il ne finisse, c'est les difficultés qui s'en chargent. S'il avait les travaux de l'État ici, qui engage, là, ça va diminuer ce qu'il est en train de trouver aujourd'hui. Jamais loin des gares routières et autres parcs de stationnement ou d'arrêt de bus, les émigrants circulent de jour comme de nuit. Ces facilitateurs de transport côtoient en permanence les dangers de toutes sortes. Un métier pénible certes, mais c'est ce qui leur permet de faire face aux charges familiales. Des malheurs dans le travail parce que on nous tue, on nous poisonne, on nous tape les motos sur la tête. Parce que là, il y a beaucoup de manières qu'il faut pour nous arracher les motos. Parce qu'il y a trop de difficultés qui racontent dedans. Des accidents de circulation en passant par les risques de cambriolage et même d'agression physique, les émigrants sont constamment exposés aux dangers. Ils connaissent tous les risques du métier, mais à défaut du mieux, ils n'ont que ça pour joindre les deux bouts. Lancement officiel de la 7e édition du Grand African Nemo, en abrégé GANO. C'était ce mardi à Cotonou. C'est un exercice militaire qui vise à renforcer la protection du golfe de Guinée contre les pirates et les actes illicites co-organisés par la marine française et l'architecture de Yaoundé. La rencontre réunit à Cotonou plus d'une vingtaine de pays de 3 différents continents. Voici les détails. Les enjeux de la sécurisation du golfe de Guinée sont multiples. Cet espace maritime est en proie à plusieurs menaces telles que la pêche illégale, la piraterie, les trafics illicites et la pollution maritime. GANO est une réponse internationale à ces problématiques.
Ce n'est pas simplement une démonstration de puissance militaire, mais un symbole de puissance, de notre détermination à œuvrer ensemble pour assurer la sécurité de nos eaux territoriales. Il témoigne de notre volonté collective de prévenir les actes de piraterie, de réprimer le vol à main armée et de mettre un terme aux activités illicites qui menacent la stabilité de notre région. Cette opération militaire est une initiative française. Cette initiative témoigne de l'amitié profonde entre nos armées et de la volonté de la France d'apporter un soutien concret à notre région dans sa lutte contre les activités illicites en mer. Grand African Nemo n'est pas simplement un exercice militaire. C'est le symbole de notre coopération, de notre détermination et de notre espoir en un avenir maritime sécurisé pour tous. Nous tous ici réunis partageons la conviction que la sécurité maritime est un enjeu stratégique, je dirais même vital, pour les pays du Golfe de Guinée, tant elle permet de garantir les approvisionnements, les exportations, les activités de pêche si précieuses pour nos populations. Au-delà de la démonstration militaire qu'elle implique, Gano intègre des sessions de renforcement de capacité au profit des soldats de la mer. Cette année, une vingtaine de formations en ligne ont été offertes par des groupes de renommée mondiale comme Interpol ou le MAOC, précédemment évoqués. Plusieurs stages ont été organisés dans différents pays du Golfe de Guinée. Des marins béninois ont ainsi pu suivre des formations portées sur la lutte contre la pollution maritime et sur la pêche illicite au Congo et au Ghana. Cette 7e édition du Gano, qui se déroule au niveau national du 4 au 6 novembre 2024, inclut pas moins de 70 scénarios maritimes du Cap-Vert à l'Angola. Restons avec les militaires pour parler cette fois-ci des équipements de travail réceptionnés par les forces armées béninoises à travers le centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution. Il s'agit d'un véhicule pick-up, des appareils de radiographie RIS. C'est un don en appui aux États membres de la CEDEAO dans la lutte contre le terrorisme et le maintien de la paix. Le geste vient de la République fédérale d'Allemagne avec le concours de ses partenaires. Voici le compte rendu. L'expansion des attaques terroristes dans les États côtiers du Golfe de Guinée continue de faire objet de grandes préoccupations au sein de la CEDEAO et de ses partenaires. Le Bénin, qui n'est non plus à l'abri de ses ennuis sécuritaires, bénéficie ici d'un renforcement de capacités logistiques et roulant financé par la GIZ et donc la République fédérale d'Allemagne. Le projet EPSAO, ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations, financé par l'Allemagne et cofinancé par l'Union européenne justement, a pour objectif d'améliorer la préparation de la CEDEAO et de ses États membres pour les opérations de soutien à la paix. Il vise également à développer les compétences de manière inclusive et à tenir compte des besoins spécifiques. À cet égard, l'EPSAO joue un rôle clé en facilitant la coopération entre la CEDEAO et ses centres de formation d'excellence, notamment le CPADD à Ouidah. Ce don est rendu possible au travers du projet Architecture et Opérations de paix et de sécurité de la CEDEAO, ECOWAS Peace and Security Architecture and Operations, le EPSAO, qui est mis en œuvre par la GIZ au nom du gouvernement allemand et de l'Union européenne. L'objectif est de contribuer au renforcement des capacités de la CEDEAO en matière de prévention et de gestion des conflits en Afrique de l'Ouest. Ce soutien s'articule autour des domaines d'intervention stratégique. L'emballage de générosité comporte 2 appareils de radiographie RIS, de colis suspects et d'un véhicule pick-up. La partie béninoise qui bénéficie et réceptionne ces matériels de travail militaire souligne que c'est un soutien de taille au maintien de la paix au Bénin et dans la sous-région ouest africaine. Très satisfait par ce geste qui permettra au CPADD de poursuivre sereinement sa mission de formation. Le général de division fructueux Candide Akhorian Bagdi, chef d'état-major général, me charge d'adresser à la CEDEAO et à son partenaire Guise les sincères gratitudes des forces armées béninoises pour l'accompagnement constant dont bénéficie le CPADD. Un bon usage sera fait du véhicule et des radiographies
pour le bonheur de nos futurs spécialistes EOD et CIED. Le principal destinataire de ces équipements techniques demeure le Centre de perfectionnement aux actions post-conflictuelles de déminage et de dépollution CPADD. C'est l'unique centre francophone spécialisé dans le domaine du déminage humanitaire en Afrique. Depuis 21 ans, il a contribué à former plus de 4800 personnels provenant d'Afrique, d'Amérique, d'Asie et d'Europe. On parle diplomatie à présent. Le ministre des Affaires étrangères Olusegun Ajadi Bakari a reçu à son cabinet les lettres de créance, bien entendu, du nouveau représentant du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés près le Bénin avec résidence en Côte d'Ivoire. Au menu des échanges avec le ministre, il s'est agi du renforcement et la protection des droits des réfugiés dans une synergie d'action entre le gouvernement béninois et l'institution. Nous avons une collaboration très ancienne avec le Bénin en matière de protection des réfugiés. Déjà à l'époque, dans un passé très récent, nous avons eu à travailler avec le Bénin sur le retour des Ivoiriens en Côte d'Ivoire après la clause de cessation. Et maintenant, nous sommes amenés à retravailler ensemble en raison de ce qui se passe au Sahel central et des personnes qui arrivent dans les pays côtiers, le Bénin, le Ghana, le Togo, la Côte d'Ivoire. Nous avons eu à échanger sur la collaboration présente et future entre le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le gouvernement du Bénin, et notamment avec notre partenaire, le secrétaire permanent de la CNRA, de la Commission nationale pour les réfugiés et les apatrides, avec lequel nous collaborons déjà depuis très longtemps, pour voir comment nous pourrons ensemble venir apporter des solutions innovantes à la pression que subissent les pays côtiers avec l'arrivée de nouveaux réfugiés en provenance du Sahel central. Les membres de la Haute Cour de justice réfléchissent justement autour des mécanismes de bon fonctionnement de leur structure. C'était à la faveur d'un séminaire organisé à Agoué, dans la commune de Grand Popo, située dans le département du Mono. Les travaux sont placés sous le thème la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice. En débat, retour ici sur la cérémonie d'ouverture avec Narcisse Alossé. 5 jours pour trouver les voies et moyens de faire sortir la Haute Cour de justice de son inaptitude et de son inactivité juridictionnelle constatée depuis sa création. C'est à cet exercice que s'attellent ici les hommes et femmes qui siègent dans cette institution étatique. Avec le Collège des juges, nous avons adopté à la session administrative du 22 juillet dernier notre vision qui est celle de faire de la Haute Cour de justice une institution rénovée, judiciairement opérationnelle et au cœur de la redevabilité démocratique. Cette vision repose sur 3 axes prioritaires. D'abord, la mise en œuvre de la fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice. Ensuite, l'amélioration du fonctionnement interne de la haute juridiction et enfin, l'accroissement de la visibilité de la Haute Cour de justice. Ils sont donc à la recherche d'une nouvelle dynamique et les réflexions sont axées sur le thème « La fonction juridictionnelle de la Haute Cour de justice en débat ». Tout se fera sous les yeux de personnes ressources qui sont venues avec leurs souhaits. Que cette réflexion puisse aboutir à des améliorations de la procédure au niveau de la loi organique de la Haute Cour de justice pour faciliter la saisine de la Cour, pour faciliter l'instruction et pour permettre aussi un jugement équitable dans la neutralité et l'impartialité des juges, sans parti pris politique. Voilà le souhait que je fais pour que notre Haute Cour de justice, qui est prévue par la Commission, soit aussi fonctionnelle. Des résultats attendus au bout de communication et débats au cours de ces assises scientifiques. Il s'agira pour les participants d'identifier les pistes d'activation du fonctionnement juridictionnel de la Haute Cour de justice, de renforcer son ancrage institutionnel et d'améliorer sa visibilité. Le contrôle juridictionnel des fonctions politiques n'est pas une tâche aisée, mais avec rigueur, pragmatisme et audace, nous trouverons ensemble les pistes d'amélioration du mécanisme de redevabilité dans notre pays. Le chantier est certes vaste et complexe, mais l'effort n'en est plus que beau
parce qu'il est difficile. Dandy Nyamou a en fait rendu hommage à ses prédécesseurs qui, a-t-elle insisté, font partager avec elle leur riche expérience. Installée en février 2001 au Bénin, la Haute Cour de justice a pour mission de lutter contre l'impunité tout en mettant en œuvre la responsabilité des membres des exécutifs. Et puis dans la suite de cette édition à présent, suite à des craintes de la population au sujet de la qualité des fers à béton qui sont vendus sur le marché, l'Agence nationale de normalisation, de métrologie et du contrôle de qualité a initié une rencontre avec les responsables de structures de fabrication de fer à béton en République du Bénin pour mieux comprendre donc la situation. Voici les détails avec Teddy Goudalo. Le sujet en débat autour de cette table est relatif à la commercialisation du fer à béton hors norme en République du Bénin. La rencontre des acteurs fait suite aux nombreuses plaintes enregistrées par l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité. Il nous revient avec insistance sur les réseaux et dans la population que sur notre marché, il existe des fers hors normes et beaucoup plus sur les diamètres de fers proposés à la commercialisation et qui interpellent le volet qu'a en charge l'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité sur les aspects de dimension et de poids des fers à béton. Au profit des producteurs du fer à béton au Bénin, il a été élaboré une norme qui fixe les exigences à respecter pour la fabrication. Cette norme, transformée en règlement technique, qui est d'application obligatoire, est bafouée par certaines structures de production, ce qui n'est pas du goût de l'ANM qui veut mieux comprendre la situation. C'est vrai qu'il y a une partie du fer qui est importé, il y a l'autre partie qui est produit localement. Mais il faut que les deux soient conformes. Aujourd'hui, les producteurs et les importateurs n'auront plus à utiliser la norme en question de manière volontaire. Donc, on s'y conforme, on importe, on produit, on ne s'y conforme pas, on est opposé à la loi. C'est pourquoi la rencontre de ce matin a pour objectif de rechercher les stratégies adéquates pour le non-respect de la réglementation en vigueur, notamment l'arrêté 060 du 17 juillet 2023. À l'issue des échanges, il est attendu des résolutions concrètes pour arrêter la saignée. L'Agence nationale de normalisation de métrologie et du contrôle qualité poursuit tout de même la veille pour garantir l'accès à des fers à béton de qualité. Environnement, pour finir cette édition, une équipe de la Société de gestion des déchets de la salubrité SGDS a effectué une descente sur Akpakpa dans la commune de Cotonou. Cette activité qui s'est déroulée dans la soirée vise à s'assurer du bon déroulement des opérations de désensablement des tronçons bitumés ou pavés de la ville. Elle intervient après le recrutement par la société de nouveaux prestataires de services et le déploiement de nouveaux équipements au profit des agents balayeurs. Voici les détails. Sur ce premier site, attend le chef-service de la salubrité de la SGDS et sa suite, un groupe de balayeurs paré à accomplir sa besogne nocturne. Après avoir salué l'équipe, l'autorité entretient les agents sur les nouveaux équipements déployés par la SGDS en vue d'améliorer leurs conditions de travail. Il a également mis l'accent sur l'importance de respecter les mesures de sécurité. Véritable moment d'échange, cette séance a permis de répondre à quelques préoccupations des agents. Pour cette fois-ci, le dispositif a été renforcé avec des panneaux lumineux qui signalent aux usagers de la voie le chantier de balayage déjà au loin. Également, il y a des panneaux réfléchissants. Et le nombre de cônes a été renforcé également. Même les combinaisons que les agents portent, ces combinaisons, cette fois-ci, sont fabriquées avec un tissu fluorescent amélioré. Après avoir reçu les instructions de son superviseur, l'équipe se met en branle.
Constituée de 50 agents, elle est chargée de l'entretien d'une superficie d'environ 16 056 mètres carrés. Nous sommes là ce soir pour le lancement du désensablement, qui est une partie de la sous-composante désensablement, piquetage et désherbage. Et si je parle de désensablement, ça se fait la nuit et ça consiste à désensabler les rues revêtues, c'est-à-dire enlever totalement les sables. À 22h18, la délégation de la SGDS repart. Direction la deuxième étape de sa tournée de la soirée. Arrivé sur ce site, devant le marché moderne de PK3, le chef service de la salubrité constate le déroulement des travaux de désensablement. Cette opération de la SGDS s'inscrit dans un contexte d'exécution de nouveaux contrats de prestation de services dans les communes du Grand Nokoué. À travers cette descente sur le terrain, la SGDS réaffirme son engagement à garantir la salubrité des grandes villes du Bénin. Et c'est bien la fin de cette édition avec ces images. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis à 16h. Votre bulletin d'information 19h30, la grande édition, n'est-ce pas, de la soirée. Portez-vous bien et à très bientôt.